Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Claude Guibal. Bonjour Claude. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes grande reporter à la rédaction internationale de Radio France et vous signez un podcast passionnant en 5 épisodes qui s'appelle Erdogan, la tentation d'un empire, disponible sur les plateformes d'écoute habituelles. Podcast dans lequel vous retracez le parcours et la vie de celui qui est au pouvoir en Turquie depuis 20 ans, d'abord Premier ministre puis président, et qui s'apprête à vivre une élection risquée le 14 mai prochain. On en reparle dans un instant. 69 ans d'une vie entamée dans les quartiers pauvres d'Istanbul. Recep Tayyip Erdogan, c'est un homme dont on parle beaucoup et dont finalement on se rend compte en vous écoutant qu'on sait peu. En quoi cet homme est un objet politique passionnant, une matière à récit? Absolument, en fait, c'est un animal politique, comme il y en a finalement assez peu, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais quand il est arrivé à la tête de la Turquie il y a 20 ans, on n'avait pas du tout la même image de Recep Tayyip Erdogan que celle qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'image d'un président autoritaire, voire dictateur. La Turquie est le symbole d'un pays extrêmement répressif, où les intellectuels, les journalistes, tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à un opposant est violemment réprimé. Mais il y a 20 ans, quand Recep Tayyip Erdogan est arrivé, il incarnait au contraire tous les espoirs de la démocratie. Il était capable de fédérer derrière lui, au-delà de la base conservatrice religieuse qui est la sienne, une coalition très très large de Turcs qui avaient envie que le pays change. Et il est arrivé aussi en tant que porte-drapeau de la demande d'adhésion à l'Union européenne. Quand on sait quelles sont aujourd'hui les relations de Recep Tayyip Erdogan et de l'Europe, on voit à quel point donc, cet homme a changé. En tout cas, ce qu'on voit surtout depuis ces 20 ans, c'est que c'est un homme qui a toujours... C'est un caméléon. Voilà, c'est ça. Voilà, vous avez demandé à tous les participants, enfin tous ceux que vous avez interrogés pour ce podcast, de définir en quelques mots le président turc. Et l'un des mots qui revient le plus et qui explique d'ailleurs qu'il y a 20 ans, effectivement, il avait cette aura et qui ne suscitait pas une inquiétude, en tout cas, à l'étranger. C'est ce mot-là, c'est caméléon, l'histoire d'un homme qui a réussi à faire et à défaire. À faire et à défaire, absolument. C'est un homme qui j'allais dire, retourne sa veste, qui est capable de dire une chose et son contraire. Alors, je ne vais pas spoiler tout ce qu'il y a dans le podcast, mais j'ai retrouvé une archive qui, pour moi, me semble assez frappante et assez illustratrice de ce que peut être Recep Tayyip Erdogan quand, au début des années 2000, donc il fait campagne pour l'élection et il est invité à une émission de télévision où on lui demande, oui, et les homosexuels, et il dit, oui, mais les homosexuels ont des droits qu'il faut respecter parce que leurs droits sont bafoués. On parle de la même personne qui, 20 ans plus tard, parle de la communauté LGBT comme déviante, perverse, vandale, interdit les gay pride à coups de matraque. Voilà. Il y a, pour illustrer son côté caméléon, il y a son rapport avec un homme très important en Turquie, le père de la nation, Atatürk. Et là, il arrive à la fois tuer le père et être son fils. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Alors, c'est certain, ceux qui sont allés en Turquie le savent, l'image d'Atatürk, qui est donc le fondateur de la République turque, sur les cendres, sur les ruines de l'Empire ottoman. Atatürk, c'est littéralement le père des Turcs, le père de la nation. Il y a des photos de lui partout. Enfin, il y a un véritable culte de la personnalité. C'est lui qui a transformé totalement la Turquie avec notamment une laïcisation à marche forcée. Atatürk regardait vers l'Occident, vers l'Europe, a changé l'alphabet d'alphabet arabe en alphabet latin. Et la famille d'Erdogan, qui vient de cette Turquie profonde, conservatrice, rurale, pas du tout ce qu'on appelle la Turquie blanche, la Turquie des élites occidentalisées, se construisait quelque part en opposition à Atatürk. Et Erdogan lui-même s'est construit politiquement en opposition à Atatürk. Et alors, Erdogan, il faut le savoir, est un fétichiste des dates. Et donc, on est en 2023, c'est-à-dire 100 ans pile après la fondation de la République. Et cette année 2023, Erdogan voulait vraiment en faire le symbole éclatant de sa réélection parce que 100 ans après la fondation de la République par Atatürk, il serait aujourd'hui le dirigeant qui a duré plus longtemps qu'Atatürk. Et il entend marquer l'histoire de la Turquie au-delà d'Atatürk. Vous parlez bien sûr de son parcours politique, mais aussi de sa biographie plus intime. Que faut-il savoir de lui ou qu'est-ce que vous avez appris de lui
intimement qui vous permet de mieux comprendre le président autoritaire qu'il est aujourd'hui? Alors, deux choses. D'abord, j'ai appris qu'il avait été footballeur, footballeur semi-pro, ce qu'on ne sait pas. Enfin, il a réécrit l'histoire sur son niveau de... Enfin, l'histoire officielle veut qu'il ait été un grand footballeur. L'histoire non officielle veut qu'il n'ait pas été mauvais. Dans les rues de Kassim Pacha, le quartier pauvre où il a grandi, on l'appelait même l'imam Beckenbauer. Non, mais ce qu'il a, c'est qu'il a ce sens de la compétition, il a ce sens de la gagne, de la revanche, etc. Et c'est un homme qui a été élevé qui a été éduqué dans un lycée d'imams et de prédicateurs. Et c'est assez intéressant parce que Erdogan, on le sait peu, adore la poésie. En déclame. Alors les Turcs le savent, parce que sur scène, dans ses meetings, il en déclame. Ça lui a même valu un peu plus un séjour en prison. Et il parle, en tout cas dans ce lycée d'imams et de prédicateurs, il a appris l'art du prêche, il a appris l'art du discours. Et il s'entraînait quand il était jeune, il montait sur le pont des bateaux dans le Bosphore la nuit quand c'était vide pour s'entraîner devant des foules imaginaires parce qu'il se voyait déjà diriger. Voilà. Et quand il sait parler aux foules, c'est vraiment un populiste dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui sait galvaniser les foules. Alors il va parler, il va justement dire des poèmes avec limite des sanglots dans la voix, il va raconter des vieilles histoires de l'époque islamique, et puis d'un coup, pouf, le discours une fois que la foule est presque en transe, il va d'un coup devenir d'une hargne profonde. C'est tous les ennemis de la Turquie qui vont être nommés. Voilà. Alors il a ces deux choses qui sont très liées entre elles. Comment est-ce que vous qualifieriez le régime qu'il a mis 20 ans à mettre en place? Le sous-jacent de la question, c'est quoi l'erdoganisme ou le néo-ottomanisme? Le néo-ottomanisme, c'est justement cette tentation de l'Empire. Alors bien sûr, quand on dit tentation de l'Empire, Erdogan n'a pas l'intention de reconstituer l'Empire ottoman tel qu'il était territorialement. Il n'y a pas cette dimension territoriale. Mais ce que Erdogan regarde dans l'Empire ottoman, c'était sa puissance et sa grandeur, sa force d'influence. Et c'est certain que Erdogan a toujours cherché et cherche encore à remettre la Turquie dans l'influence qu'elle pouvait avoir à l'époque, dans le concert des nations, d'être parmi les grands de ce monde. D'où cette politique internationale, notamment, où aujourd'hui la Turquie est absolument partout. On la voit aujourd'hui en médiatrice, évidemment, dans le conflit ukrainien, et pour cause, c'est quand même la Turquie qui contrôle une partie de la mer Noire. Enfin, mais il est partout. Il est en Afrique, en Europe, on le trouve en Somalie. L'industrie de défense aujourd'hui turque, avec notamment la fabrication de drones, lui permet aussi de continuer à projeter cette influence turque à travers le monde. Avec là encore un côté caméléon, parce que Erdogan, c'est quelqu'un qui a une politique internationale de la girouette. Sa relation, par exemple, avec les Saoudiens. Avec les Saoudiens, mais ou avec les Russes, ou avec l'Europe. C'est... Une chose et son contraire en même temps. Il n'a absolument peur de rien, voilà, justement c'est un petit peu comme Vladimir Poutine, ou avec Vladimir Poutine, par exemple, il entretient ses relations quand même assez particulières. Enfin, quand même, il achète du pétrole aux Russes, il vend des drones aux Ukrainiens, il est médiateur entre les deux. Il y a ce rapport entre les deux hommes qui est un rapport assez conflictuel. En fait, quelque part, en même temps, ils se comprennent, ils se ressemblent, ils se reniflent. Ce sont deux... Ils se ressemblent énormément. À la différence près, et c'est ce que m'a dit un des interlocuteurs que j'ai eu dans ce podcast, quelque chose d'assez... qui, je trouve, définit parfaitement Recep Tayyip Erdogan. Je dis alors, Erdogan, c'est un joueur d'échecs. Il me dit non, madame, on ne joue pas aux échecs en Turquie, on joue à la taola. La taola, c'est le backgammon, c'est le jeu presque national en Turquie. Il me dit les échecs, vous savez, on a plusieurs coups d'avance, 10 coups d'avance. La taola, c'est très différent. On jette les dés et on s'adapte à la situation. Vladimir Poutine est un joueur d'échecs. Recep Tayyip Erdogan est un joueur de taola. Belle formule. Il y a une date essentielle dans ce parcours politique, c'est l'été 2016, tentative de coup d'État contre Recep Tayyip Erdogan, menée par une partie de l'armée. Clairement, à la fois dans l'histoire de la Turquie et dans le parcours politique d'Erdogan, il y aura un avant et
et un après. Oui, parce qu'il ne l'a pas vu venir. Erdogan, depuis le début de son parcours politique, cherche à contrôler la société. D'abord à des fins électorales, puis les années venant, et notamment à partir de 2012-2013, avec d'abord les accusations de corruption qui ont commencé à le cerner et à fragiliser son pouvoir, puis la révolte de Gezi. Souvenez-vous, cette occupation d'Istanbul et de tout un tas de villes par la société civile. Violemment réprimée. Violemment réprimée. Il a commencé à sentir que ça chauffait. Et dans ce pays qui a toujours été déstabilisé par de multiples coups d'État depuis sa création, Erdogan, sa hantise, c'était de tomber à son tour. Donc il pensait avoir contrôlé tout un tas de choses, purge dans l'armée pour prendre le pouvoir pour incarner pour enlever du pouvoir à l'armée. Et puis ce coup d'État en 2016, et là il a vraiment senti qu'on le lâchait. La communauté internationale ne l'a pas beaucoup tenu. Celui qui l'accuse d'être derrière le coup d'État, parce que tout ce qu'il y a derrière le coup d'État ça reste encore très compliqué, mais celui qui l'accuse, qui était son ancien allié, le prédicateur Fethullah Gülen, devenu son rival, est hébergé par les États-Unis. Donc il se sent très isolé, il se sent très seul. Et cette année, alors que ce nouveau scrutin arrive, Erdogan, pareil, à nouveau, il sait que là, il joue sur tous les tableaux en ce moment parce que il est face à une incertitude. La seule certitude qu'il a, la seule certitude qu'on ait par rapport à Erdogan et qui il est réellement et son idéologie, c'est que sa seule volonté, c'est de se maintenir au pouvoir et à tout prix. Oui, son programme politique, c'est ça, c'est de se maintenir au pouvoir. Alors effectivement, ce scrutin 14 mai, dans une Turquie qui est dans deux drames, si j'ose dire. Un, une crise économique dingue, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec la Turquie de ces dernières années. Et puis, bien sûr, ce terrible séisme, plus de 50 000 morts. Et là, d'ailleurs, vous racontez que c'est une boucle assez cruelle. C'est que quand il est arrivé au pouvoir en 2003, la Turquie venait de vivre aussi le terrible séisme de 99. C'est le contexte qui lui est clairement défavorable pour le alors clairement. Puis alors, ce boomerang de l'histoire est terrifiant, parce que quand il arrive au pouvoir, justement, c'est en disant, ben voilà, il y a eu le séisme en 99 à Izmit, à l'époque, il y avait eu 18 000 morts à peu près, et il dit, on va reconstruire la Turquie, je vais construire des logements. C'est exactement ce qu'il a encore dit il y a quelques semaines. Et l'incurie qu'il pointait du doigt à l'époque. Voilà, exactement, parce qu'il est arrivé en disant, mais avec moi, je vais construire des logements, il va y avoir des normes sismiques, etc. Et puis, en fait, les 20 ans d'Erdogan sont marqués par cette urbanisation, cette construction à tout va de la Turquie, avec des immeubles poussés comme ça en quelques mois, évidemment avec des normes antisismiques très souvent contournées, sur des terrains devenus subitement constructibles quand ça a arrangé l'affairisme local. Et c'est aujourd'hui ce qui est reproché à Recep Tayyip Erdogan. Donc il va se représenter donc dans un pays qui est détruit, et vous l'avez dit, dans un pays qui est profondément marqué par une crise économique très grave. Il y a encore quelques mois, on était à 85% d'inflation. En Turquie, les gens en arrivent parfois à acheter les tomates à l'unité, tellement les prix ont explosé. Dans la même journée, les prix des biens de consommation explosent. Tout ça parce que la politique monétaire menée par Recep Tayyip Erdogan semble être complètement contre nature. Il refuse d'augmenter les taux directeurs alors qu'on le supplie de le faire, et rien à faire. Et la Turquie va effectivement, enfin en tout cas, est actuellement dans une situation économique catastrophique. Oui, et c'est aussi l'intérêt de ce podcast. En faisant ce portrait, il y a en creux le portrait de la Turquie qui, clairement, après 20 ans de pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, en dépit de ses partisans qui lui ont, vous le disiez tout à l'heure, lui reconnaît cette revanche qu'il a permis à son pays sur le monde, eh bien c'est un pays qui va mal. C'est un pays qui aujourd'hui va mal. C'est un pays d'ailleurs, et on le voit sur ces élections, qui aujourd'hui se dit tous, enfin en tout cas un pays, il a toujours sa base de supporters, et on va voir à quel point cette élection va être serrée, probablement la plus serrée depuis 20 ans et de loin, mais c'est un pays dont l'opposition aujourd'hui se dit, notre seul programme, c'est se débarrasser d'Erdogan. D'où cette coalition qui a trouvé un candidat face à lui, mais dont le programme est vraiment très très clair, hein. C'est tout sauf Erdogan, et se débarrasser aussi du régime présidentiel qu'il a mis en place après le coup d'État, qui est une hyper-présidentialisation. En fait, il n'y a plus de Premier ministre, le Parlement est réduit à être une chambre d'enregistrement, il nomme tout le monde directement, les directeurs d'université, enfin, il dirige
il dirige tout et c'est un pays qui va devoir se reconstruire aussi du coup au niveau de ses institutions. Ouais, dans tous les sens. Merci infiniment Claude Guibal d'être venu nous parler de ce podcast dense, passionnant, à retrouver notamment sur le site de Radio France, bien sûr, Erdogan, la tentation de l'Empire. Merci beaucoup Claude et à bientôt. Nous on se retrouve juste après la pause avec Damien Coquet. À tout de suite.